comment exactement les airbags sauvent-ils des vies lors d'une collision de véhicules? Pour le découvrir, vous devrez comprendre la notion de quantité de mouvement et d'impulsion. Explorons la science derrière cet appareil qui sauve des vies et comment cette science se rapporte à la vie sur la Station spatiale internationale. Allons-y. Bonjour, je suis l'astronaute de l'ESA Andreas Mogensen, dans l'environnement de microgravité à bord de la station spatiale. Même si nous semblons être en apesanteur, la quantité de mouvement existe toujours, car elle dépend. Même si nous semblons être en apesanteur, la quantité de mouvement existe toujours, car elle dépend de la masse et de la vitesse d'un objet. La masse d'un objet ne change pas qu'il soit dans l'espace ou sur Terre. Nous surveillons régulièrement notre propre masse sur la station spatiale pour soutenir la recherche continue sur la santé. En microgravité, nous ne pouvons pas nous peser sur une balance traditionnelle. Le dispositif de mesure de la masse, par accélération linéaire spatiale, est un outil à bord de la station qui peut aider à mesurer notre masse en utilisant la quantité de mouvement. Pour définir la quantité de mouvement, nous utilisons cette équation où P, ou quantité de mouvement, est égale à la masse multipliée par la vitesse. Nous pouvons voir que tout objet ayant une masse et en mouvement est considéré comme ayant une quantité de mouvement. L'impulsion, en revanche, est égale au changement de quantité de mouvement d'un objet. Maintenant, à propos de cette question sur l'airbag. En cas de collision de véhicule, un airbag diminue la quantité de force exercée sur le corps humain en augmentant le temps nécessaire pour que le corps ralentisse jusqu'à s'arrêter, ce qui entraîne moins de blessures catastrophiques et plus de vies sauvées. Par exemple, j'ai un globe gonflable qui est initialement immobile. Si j'applique une force nette à ce globe, je provoque un changement de sa vitesse, ce qui change ainsi sa quantité de mouvement. Pendant le temps où j'ai appliqué la force nette, le globe a subi une impulsion. Cela peut également être défini comme la force multipliée par la durée pendant laquelle la force a été appliquée. D'accord, c'est parti. Je vais doucement mettre ce globe en mouvement pour qu'il heurte cette surface ferme et rigide sur laquelle je me tiens. Avez-vous remarqué à quelle vitesse cette collision s'est produite? C'était presque instantané. En d'autres termes, le temps entre le moment où le globe a fait contact initial avec la surface et celui où il s'est arrêté, puis a soudainement changé de direction, s'est produit en un temps très court. Si nous examinions l'équation de l'impulsion, vous remarqueriez que le temps et la force ont une relation inverse. Cela signifie que si une variable diminue, l'autre doit augmenter. Dans ce cas, le court laps de temps a provoqué l'application d'une grande force sur le globe. Essayons un scénario différent, où nous avons un rideau lâche installé pour attraper le globe au lieu d'un mur dur. Encore une fois, je vais mettre ce globe en mouvement en le poussant doucement vers le rideau. Dans ce cas, pour qu'il se déplace à peu près à la même vitesse qu'avant. Remarquez qu'il a fallu plus de temps au globe pour s'arrêter après son contact initial avec le rideau. Rappelez-vous que le temps et la force sont inversement proportionnels, ce qui signifie que lorsqu'une collision se produit sur un intervalle de temps plus long, le globe subit une force plus faible par rapport à la démonstration précédente avec la surface rigide. Et Space Center Houston, attrapez ça et essayez vous-même. Beau lancer. Je sais, quel cas je préférerais si j'étais dans un accident de voiture. Nous avons apprécié vous avoir avec nous pour en apprendre un peu plus sur la relation entre l'impulsion et la quantité de mouvement. Pouvez-vous penser à une autre situation sur Terre où le théorème de l'impulsion-quantité de mouvement pourrait être utilisé? Pour tester ce que vous avez appris aujourd'hui, essayez l'activité de connexion en classe correspondante que vous pouvez trouver sur nasa.gov/démonstration.
Merci d'avoir exploré la physique avec nous aujourd'hui. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Megan MacArthur. Et je m'appelle Shane Kimbrough. Nous vivons et travaillons à bord de la International. En orbite à 250 miles. Ici sur la station, vivons dans un environnement de microgravité qui explore la pesanteur et repousse les limites de la science. Moment, allons voir ça. Inertie. À Kimbrough, nous vivons et travaillons à bord de la Station spatiale internationale, en orbite à 250 miles au-dessus de votre tête. Ici sur la station, nous vivons dans un environnement de microgravité, ce qui nous permet d'expérimenter la pesanteur et de repousser les limites de la science. Aujourd'hui, nous allons démontrer le moment d'inertie en utilisant d'abord une grande lampe de poche, puis en le démontrant avec le corps humain. Êtes-vous prêts? Allons voir ça. Et la tendance d'un objet à résister au changement dans son état de mouvement actuel. Cela vous semble peut-être familier, puisque la première loi du mouvement de Newton est également appelée la loi de l'inertie. Le moment d'inertie, en revanche, décrit la tendance d'un objet à résister à l'accélération rotationnelle. Le moment d'inertie d'un objet est une propriété qui dépend de la façon dont la masse est distribuée autour de son axe de rotation. Il existe une relation entre la distribution de la masse d'un objet et la facilité avec laquelle il tourne, ou résiste, à tourner. En général, les objets ont un moment d'inertie plus faible et sont plus faciles à faire tourner si la masse est plus proche de l'axe de rotation. Comme vous pouvez le voir, la lampe de poche tournant autour de son axe le plus long tourne à une vitesse plus rapide que la lampe de poche tournant autour de son axe le plus court. C'est parce que sa masse est plus proche de l'axe de rotation. La lampe de poche tournant dans cette position a un moment d'inertie plus faible, ce qui signifie qu'il y a moins de résistance à la rotation. Lorsque la lampe de poche tourne autour de son axe le plus court, sa masse est répartie plus loin de l'axe de rotation. Dans cette position, la lampe de poche a un moment d'inertie plus élevé. Voyons maintenant si cela s'applique également aux humains. Remarquez à quelle vitesse Megan tourne par rapport à la position de son corps. Lorsque ses bras sont serrés contre son corps, son moment d'inertie diminue, ce qui la fait tourner plus vite. Lorsque ses bras sont étendus, plus de masse est éloignée de l'axe de rotation, ce qui augmente son moment d'inertie et la fait tourner plus lentement. Cela se produit parce que la redistribution de notre masse modifie notre moment d'inertie, ce qui change à son tour la vitesse à laquelle nous tournons. Merci d'avoir participé et regardé notre démonstration STEM aujourd'hui. Pour explorer davantage le moment d'inertie, consultez la leçon de connexion en classe qui accompagne cette vidéo et découvrez de nombreuses autres leçons et activités sur le site web STEM on Station. À la prochaine. Salut, et j'ai un pneu crevé. Eh bien, je dois retirer cet écrou ici pour pouvoir enlever la roue et réparer le pneu. Voyons si je peux le retirer. Cet écrou ne bouge pas beaucoup. Mais la plupart d'entre vous diront, eh bien, pourquoi ne pas utiliser une clé? Eh bien, j'ai une clé. Je suis assez faible, donc cette clé ne m'aide pas beaucoup. Ah, mais j'ai une clé plus grande, dans ce cas, un bras plus long. Ah ah, succès. Qu'est-ce que c'est à propos de la clé? Qui augmente ce bras et me permet de retirer cet écrou? Eh bien, c'est un sujet appelé le couple. Et donc aujourd'hui, nous allons discuter de la physique derrière le couple. Alors, restez à l'écoute. Maintenant, avant de passer aux détails du couple et aux mathématiques impliquées, je veux vous donner un autre petit exemple rapide. Donc ici, j'ai deux petits boulons et les deux ont un écrou, bien que l'un ait un écrou papillon. Celui-ci est difficile à tourner. Celui-ci est plus facile à tourner. Pourquoi est-ce ainsi?
Eh bien, tout comme mon vélo, en augmentant la distance à laquelle j'applique la force, en d'autres termes, depuis le centre ici, il est beaucoup plus facile de tourner. Et je suis sûr que si vous regardez autour de votre cuisine, votre garage, etc., vous pouvez trouver d'autres exemples où vous appliquez du couple dans diverses situations. Mais maintenant, passons aux spécificités du couple. Donc ici, j'ai un exemple que je vais utiliser et dans ce cas, j'ai une clé ou si vous êtes aux États-Unis, c'est une clé à molette et j'ai un boulon et un écrou là et je vais le serrer. Maintenant, que dois-je faire? Maintenant, je dois appliquer une force. Donc, le premier composant du couple est une force que vous appliquez. La deuxième chose est l'endroit où vous appliquez cette force. Donc, la plupart d'entre vous apprécieront le fait que si j'applique la force ici, je n'obtiendrai pas beaucoup de force de rotation ou pas beaucoup de couple. Et donc, le deuxième composant dont vous devez être conscient est ce que nous appelons le moment, qui est simplement la distance entre le point de rotation réel et l'endroit où j'applique la force. Donc, je veux appliquer un couple maximal, donc je vais avoir un déplacement maximal loin du centre ici. Et donc, ma force multipliée par mon déplacement, qui est généralement noté R ou D, nous donnera le couple. Donc, le couple est simplement FD. Maintenant, quelle est l'unité? Pour le couple, eh bien, c'est simplement une combinaison de ces deux choses. Donc, la force est en newton, D est en mètres. Donc, l'unité, ou l'unité SI, pour le couple, est le newton-mètre. Donc, ce sont les deux variables, mais vous remarquerez que la force que j'applique ici doit être à 90 degrés par rapport au bras de levier réel. Donc, si je veux avoir un couple maximal, je dois m'assurer d'appliquer la force tout le temps à 90 degrés par rapport au bras de levier. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas le cas? Disons que j'applique la force dans cette direction. Eh bien, dans cette direction, ma force a maintenant deux composantes. Elle a une composante perpendiculaire et une composante qui suit le moment. Et la seule composante qui applique réellement le couple est la composante perpendiculaire. Donc, dans ce cas, si j'applique ma force sous cet angle, comme ceci, et que j'utilise l'angle qui est entre mon doigt et le bras de levier ici, vous pouvez voir qu'il est inférieur à 90. Ici, au couple maximal, je l'ai à 90. Et bien sûr, c'est 0. Donc, la relation mathématique réelle est une relation de sinus, parce que le sinus de 90 est 1, ce qui le maximise. Et donc, la formule pour le couple est F multiplié par D multiplié par le sinus de l'angle, où l'angle est entre la force, dans la direction de la force, et le bras de levier. Donc, c'est le couple, en essence. Maintenant, à proprement parler, si j'applique un couple, alors que va-t-il se passer s'il n'y a pas d'autre couple dans le système? Maintenant, dans ce cas, il y a un couple dans le système en plus de celui que j'applique, et c'est le couple de frottement qui s'y oppose. Donc, tout comme nous avons des forces nettes, nous avons donc des couples nets. Et tout comme avec les forces nettes, si vous avez une force nette, vous avez donc une accélération. De même, si j'ai un couple net, j'aurai une accélération. Et dans ce cas, c'est une accélération angulaire. Et l'accélération angulaire signifie, bien sûr, que la vitesse angulaire augmente. Donc, en d'autres termes, si je n'ai pas de frottement ici, et que j'applique cette force ici, et que c'est la seule force que j'applique, alors, à proprement parler, cela ira de plus en plus vite. Maintenant, bien sûr, ce n'est pas ce qui se passe parce que j'ai des forces ici. Et dans ce cas, cette force ou friction augmente en fait à mesure qu'elle devient de plus en plus serrée, donc il devient plus difficile pour moi de la tourner. Donc, en essence, c'est le couple. Mais j'ai omis une dernière chose. Le couple, comme la force, est une grandeur vectorielle, ce qui signifie qu'il a une magnitude, mais aussi une direction. Et comment déterminons-nous une direction? Eh bien, du point de vue ici, je pourrais dire que c'est dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, mais ce n'est en fait pas la façon dont nous parlons du couple en termes de direction. Donc, pour déterminer la direction du couple, vous utilisez votre main droite et vous utilisez votre main comme une prise. Et si vous faites tourner vos doigts dans le sens du mouvement de rotation, ou alors votre pouce représente la direction du couple. Je sais que cela semble un peu étrange, mais c'est ainsi que nous déterminons
réellement la direction. Dans le cas où je le serre, mes directions vont dans ce sens, mon pouce pointe vers le bas et donc la direction du couple est vers le bas. De même, si je devais le desserrer, alors mes doigts tourneraient dans ce sens et donc la direction du couple est vers le haut. Donc j'ai parlé du couple et j'espère que vous comprenez mieux le couple. À la Station spatiale internationale. Je suis l'astronaute Joe Acaba. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Commençons. L'énergie cinétique est l'énergie qu'un objet possède en raison de son mouvement. Un objet peut stocker de l'énergie en fonction de sa position. C'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle. Sur Terre, imaginez laisser tomber un objet d'une position élevée. À mesure que l'altitude d'un objet au-dessus de la surface de la Terre augmente, son énergie potentielle gravitationnelle augmente également. L'énergie potentielle stockée en raison de sa position est maintenant convertie en énergie cinétique. Nous observons également cela avec l'énergie potentielle élastique. D'accord, nouveau terme. L'énergie potentielle élastique se produit lorsque des objets sont comprimés et étirés, ou généralement déformés de quelque manière que ce soit, créant ainsi de l'énergie potentielle. Pensez à cet élastique ou à un ressort. D'accord, Joe. Quelle était la suite? Tirons sur la bande et créons de l'énergie potentielle. Lorsque nous relâchons, l'énergie potentielle est convertie en énergie cinétique. Ici, sur la Station spatiale internationale, nous sommes toujours sous l'influence de la gravité, principalement en raison de notre position par rapport à la Terre. Donc, quand j'ai cette balle sur cette rampe, normalement sur Terre, je lâche la balle et elle roule sur la rampe en raison d'un changement de son énergie potentielle qui est transférée en énergie cinétique. Mais comme vous pouvez le voir, cela ne se produit pas ici. Donc, cela ne signifie pas que nous n'avons pas d'énergie potentielle. Cela signifie simplement que nous ne la convertissons pas en ce moment en énergie cinétique. Et pourquoi cela? La gravité nous attire vers le bas, mais nous nous déplaçons très rapidement. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous contournons la Terre dans ce mouvement de chute perpétuel. Merci de m'avoir rejoint à bord de la Station spatiale internationale. Nous le renvoyons sur Terre pour que vous puissiez essayer votre propre expérience. À la prochaine fois.